spectateurs parisiens du Palais des Sports ont eu la chance d'applaudir un futur champion du monde des poids plumes, âgé de 20 ans à peine. Ce grand champion de demain, c'est le Panaméen Ismael Laguna en culotte blanche. Son adversaire, le Nigérien Rafio King, qui n'est pourtant pas le premier boxeur venu, a été contraint de s'incliner au point après un combat âpre et sévère. Laguna, qui est encore un boxeur à l'état pur, autrement dit un boxeur qui ignore tout des ficelles du métier, utilise toute la gamme des coups les plus simples, mais avec quelle vitesse et quelle efficacité. Rafio King, malgré son ardeur, ne peut que s'incliner devant un tel adversaire, et personne en définitive ne conteste la victoire du jeune Panaméen Laguna. Avec lui, la nouvelle vague s'apprête à prendre la relève, il était temps. Les bisons qui furent pendant des siècles les rois de la prairie canadienne ont été vers la fin du siècle dernier sur le point de disparaître. Heureusement, le gouvernement canadien a pris des mesures de protection sévères qui ont permis de reconstituer un troupeau de 14 000 bisons qui vivent en liberté dans leur habitat naturel. Chaque année, à l'automne, dans le but de surveiller la croissance et la santé du troupeau, les équipes forestières avec leurs hélicoptères se mettent en devoir de rassembler la masse des bisons et de diriger leurs tribus vers les centres de préservation de la race où sont réunis enclos et laboratoires. En Autriche, les recherches commencées voici bientôt un mois pour retrouver au fond du lac Toplitz le mystérieux trésor que les nazis y coulèrent à l'heure de la défaite, ont produit un premier résultat. La caméra de télévision sous-marine a permis de repérer au milieu de différents débris une caisse que les hommes grenouilles ont réussi à dégager. Comme certains l'avaient pronostiqué, il s'agit de fausses banknotes britanniques que les nazis avaient fabriquées et dont ils se promettaient d'inonder le monde afin de causer à l'Angleterre la plus grave des crises financières. Voici donc résolu un premier mystère, mais le lac Toplitz en recèle peut-être d'autres. À Saigon, le nouveau gouvernement vietnamien s'est installé. Les principales figures en sont le président M. Nguyen Ngoc Tho et le général Duong Van Minh, qui fut l'organisateur du coup d'État et qui est l'homme fort du nouveau régime. Le chef de la junte des généraux pense que la première tâche du gouvernement est de regagner la confiance du pays pour battre les communistes du Viet Cong. La population a réservé un accueil chaleureux aux bons libérés. Ces mesures, jointes à la volonté de ne pas se livrer à des représailles, devraient contribuer à une rapide stabilisation politique. À la fois plaignante et accusée, la délégation algérienne conduite par M. Bouteflika s'est rencontrée à Addis Abeba avec la délégation marocaine devant l'Assemblée des États africains, réunie sous la présidence du Négus Haïlé Sélassié et de M. Doudou Thiam, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Les 32 États de l'Organisation de l'Union africaine ont à donner suite aux accords de Bamako et doivent, selon les paroles du Négus, mettre tout en œuvre pour assurer une solution pacifique au conflit algéro-marocain. À Paris, c'est la saison des prix littéraires qui s'est ouverte chez Drouan, où, fidèles à une tradition solide, les académiciens Goncourt s'étaient réunis pour déjeuner et pour voter. Et comme à l'habitude, Philippe Herriat a risqué l'étouffement pour annoncer le résultat. Le prix Goncourt 1963 a été attribué au 6e tour à Armand Lanoux pour son roman Quand la mer se retire, par Saint-Voix. Jean-Marie Gustave Leclésio, lauréat du prix Renaudot, a partagé avec lui cette journée de gloire. Il suffit de passer devant un lycée de Paris pour s'en apercevoir, la mode fait aujourd'hui partie des préoccupations des moins de 15 ans. À l'âge où leurs grandes sœurs n'y songeaient guère, des générations de lycéennes marquent leur goût de façon déterminée. Elles ont leur mode, qui parfois même déteint sur celle des grands. Cette saison, elles raffolent de bonnets tricotés à pompons par exemple. Certaines l'assortissent à une veste écossaise. Le béret tricoté a lui aussi des fidèles, quant aux chaussettes noires, elles font fureur. La casquette Sherlock Holmes connaît toujours un succès marqué, comme la longue écharpe 2 tons. Et l'on voit apparaître les guêtres longues. À 14 ans maintenant, on sait ce qu'on veut. Ce qui est arrivé à Saint-Hernin est déjà arrivé ailleurs en Bretagne. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les gendarmes enquêter dans la lande.
Et les habitants de la petite paroisse du Finistère ne sont pas les seuls à se poser des questions. Cette fois, on a volé le Père éternel. C'est une statue d'un calvaire du XVe siècle qui a disparu, un calvaire en plein champ. Voilà qui n'a pas facilité l'enquête, d'autant qu'ici les langues sont parfois longues à se délier. C'est vous, M. Barguil, qui avez constaté la disparition Oui, justement, du sein, du sein, là, oui. Il y a longtemps que vous êtes rendu compte? Ça fait 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi. Oui, mais j'ai tardé un petit peu avant de prévenir personne, quoi. Le calvaire avait donc intéressé de façon très particulière certains touristes, un connaisseur sans aucun doute. Alors il m'a dit comme ceci, eh ben, il est beau ce calvaire. J'ai dit oui, parce que ça vaut beaucoup de sous, tu me dis. Il m'a parlé de 10 millions. Voilà. Alors moi je lui ai dit comme ceci, eh ben, si ça vaut 10 millions, moi, puisque c'est sur mes droits, moi je vais prendre ce calvaire là, je vais la démolir, alors comme ça j'aurai 10 millions. Alors il a fait un sourire, quoi. C'est ainsi qu'on est plus loin de croire en Bretagne que sur les innombrables calvaires, les précieuses statues sont devenues depuis un an la proie d'un véritable gang qui opérerait pour le compte de collectionneurs, si bien que tous les villages tremblent pour leur patrimoine artistique qui est, comme chacun sait, un des plus riches de France. La seule église de Saint-Hernin renferme de véritables trésors d'art ancien, bien capables de faire rêver des connaisseurs indélicats. Va-t-on mettre tout cela sous clé? Toutes ces œuvres d'art ne sont pas enfermées, comme dit la presse, dans des coffres forts. Non, il ne faudrait pas d'ailleurs. Ces œuvres d'art doivent être visibles de tout le monde. C'est un trésor, bien sûr, pour la paroisse, mais les paroissiens sont fiers quand les touristes passent et viennent voir ces œuvres dans l'église. C'est bien là le drame aujourd'hui des villages bretons. Chaque nuit, au bout de chemins déserts, des calvaires sont là. Des statues sans âge, des pièces uniques, sont à l'intérieur d'églises dont les portes battent à tout vent, et n'ont pour seule protection que le respect de chacun. Il les a défendus pendant des siècles, mais aujourd'hui, apparemment, il n'y suffit plus. Dans le Finistère, les Côtes du Nord, le Morbihan, on a enregistré des dizaines de disparitions nocturnes, et tout récemment, on est allé jusqu'à voler un menhir. Atterrés devant tant d'audace, les vieux Bretons ne veulent plus croire qu'à l'intervention des esprits malfaisants. Certains, les vieux Bretons, ceux qui ne parlent que le breton, pensent que ce sont des méfaits du Corrigan. C'est surtout l'oiseau de la mort qu'on appelle en breton le Nankou. Mais qu'est-ce que c'est exactement, le Corrigan et le Nankou? Le Corrigan, vous savez, c'est, enfin, à mon avis, c'est, enfin, d'après les dictons et les vieux, et la traduction même du dictionnaire, ce sont des nains maléfiques, petits et des genres de bouffons, si vous voulez, qui hantaient alors la campagne vantaise. Oui. Il serait très peu vraisemblable que ce soit les Nancous ou les Corrigans qui emmènent même des menhirs, puisqu'on a parlé aussi de vol de menhirs et de dolmens. Oui, vous savez, je ne le pense pas quand même. Oui, il en est tout de même qu'on ne volera pas de sitôt. Qui aurait pu imaginer le jour de 1953 où John Fitzgerald Kennedy épousait Jacqueline Lee Bouvier que 10 ans plus tard, cette radieuse image de bonheur s'effacerait sous une tache de sang, que John Kennedy tomberait sous les balles d'un assassin. Candidat du Parti démocrate porté à la présidence des États-Unis avec Lyndon Johnson pour vice-président, il succédait à la Maison-Blanche à Eisenhower à l'âge de 43 ans. Il inaugurait sa présidence par un voyage en Europe où sa visite au général de Gaulle et l'accueil chaleureux de Paris préludaient à la rencontre de Khrouchtchev à Vienne. Rencontre qui ne provoquait pas toutefois la détente escomptée. Son voyage le conduisait également à Bonn auprès du chancelier Adenauer, voyage au cours duquel la population allemande lui faisait une sorte de triomphe. Mais 2 crises majeures allaient secouer l'Amérique et le monde. L'affaire de Cuba d'abord. L'installation à 250 km des côtes américaines de rampes à missiles soviétiques allait mettre le monde à 2 pas de la guerre. Kennedy sut prendre à l'égard de Castro et de ses alliés l'attitude ferme qui éloigna le danger. Une autre crise menaçait. Le drame de la ségrégation dont la marche des Noirs réclamant l'égalité des droits n'était que le signe officiel.
il eut le sens humain et généreux dans lequel le problème doit être réglé. Il meurt laissant l'exemple d'un homme qui, avec la confiance du monde libre, sut apaiser les défiances de l'Est et l'image d'une vie heureuse au milieu d'une famille heureuse, laissant aussi un grand destin inachevé.